Tu viens chez moi, tu fais autant de business et moi je suis dans la misère. À quelle heure, frérot? À quelle heure? C'est pas possible. Mais Nicolas Sarkozy, non. J'ai pu être président de la France, mais maintenant je veux faire de l'argent et je l'assume. Ça s'entend, hein. Je ne valide pas, mais ça s'entend. Mais voilà, avec un dictateur, tout ça pour de l'argent. Ça envoie de très mauvais signaux cependant. Aïe, c'est votre GSW. Je viens vous proposer un tout nouveau format qui va changer un peu de l'instant Géopol que je postais donc toutes les semaines. Là, nous allons regarder une vidéo, une enquête d'Alain Foka qu'il a faite sur la Guinée-Conakry. Lorsque Mamadi Doumbouya fait son putsch et qu'il arrive au pouvoir, il revoit les contrats miniers qui ont été signés par ses prédécesseurs et lui et son équipe se rendent compte qu'il y a énormément de bizarreries. L'État guinéen est lésé par rapport aux multinationales avec qui l'État guinéen donc était en affaires. C'est des enquêtes qui se suivent relativement bien. Je trouve que c'est hyper bien fait. Donc je n'hésiterai pas à intervenir tout au long de la vidéo, en tout cas quand ça le nécessitera. Je vous donnerai mon petit avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la fois de mon travail comme de ce petit nouveau format que je vous propose. Si ça vous plaît, partagez autour de vous, petit pouce en l'air. On va pas prendre plus de temps, on va y aller dès à présent. Pendant qu'on parle de politique, et si on s'occupait d'économie? Et la chose la plus importante, ce qui donne à manger aux gens, ce qui permet aux autres de construire des infrastructures. Le discours sur l'Afrique qui serait riche, on l'entend depuis tellement d'années. Mais lorsqu'on regarde la condition de vie des populations, lorsque l'on vit au quotidien la misère, la pauvreté des subsahariens, on se demande où est cette richesse dont on parle. On finit même par ne plus y croire. Et pourtant, elle est là, bien concrète. C'est la manière dont elle est exploitée qui explique ce décalage, cette condition difficile. L'Afrique qu'on n'aime pas c'est pour voir. attirer l'attention des Africains et du C'est un monde peu entier, caricatural, mais bon, c'est quand même des trucs qui existent. que nous nous sommes lancés il y a 1 an et demi, sans grande prétention, dans la mission de montrer la réalité, celle qui nous est accessible. Et ce que nous découvrons chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il est urgent que les Africains, notamment les subsahariens, prennent conscience de l'immense cadeau que la nature leur a offert. Et que les plus jeunes s'emploient autant qu'ils le peuvent à mettre fin au pillage dont ils sont l'objet. Leurs parents ne savaient pas, ils ignoraient l'importance de ces minerais. Cela ne signifiait pas grand-chose pour eux. Eux, plus instruits, plus ouverts sur le monde, le savent. Ils ne sauraient laisser se perpétuer cette incongruité. Dans cet épisode, la deuxième partie de notre série Les mines de Guinée, nous nous rendons dans l'une des parties les plus prometteuses, en Guinée forestière, dans le sud-est du pays. Alors, maintenant commence le voyage. Je vous demande de me suivre. Voyage périlleux où quand même on a un tout petit peu peur, on a un peu boule dans le ventre, parce que ce ne sont pas des enfants de cœur de l'autre côté. Il en fait un peu trop, hein. Il a été invité par la République de Guinée, ils lui ont mis à disposition de la sécurité et beaucoup de facilités. Bon, il n'était pas forcément nécessaire de se mettre en scène comme ça. Nous voici à Simandou, la chaîne montagneuse de Simandou qui s'étend sur 110 km de long du nord au sud. Elle se situe au sud de la région de Kankan et au nord de la région de Nzérékoré. Regardez cette immense chaîne montagneuse. Regardez combien elle est majestueuse. Vous me direz en la regardant, Ouais, c'est il en beau. existe tant d'autres dans plusieurs régions de notre immense et beau continent africain. Justement. C'est comme ça que les Guinéens la regardaient jusqu'à une certaine époque. Un beau paysage. Mais ce n'est pas juste ce paysage que je vous demande d'observer, vous en. C'est ce dont regorge cet endroit. Nous sommes au Mont Simandou et figurez-vous que nous sommes dans le meilleur gisement de minerais du monde. La plus grande réserve inexploitée de minerais de fer de haute qualité du monde, avec plus d'1,8 milliard de tonnes de réserves, d'une teneur en fer supérieure à 65,5%. Autant dire qu'une partie de l'avenir du monde se joue ici, lorsque l'on connaît l'importance du fer dans notre planète en développement.
puisqu'il sert dans la fabrication de l'acier, parfait pour construire les machines à laver, les voitures, les ponts, les gratte-ciel, et bien plus encore. C'est certainement le ou l'un des minerais le plus utilisé au quotidien dans le monde. Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une... Et c'est dans cette Guinée présentée comme si pauvre, si misérable, que se trouve l'essentiel de cette richesse. Ce seul pic de fond où nous nous trouvons, qui culmine à 1658 mètres, dans la partie... Je ne connaissais pas l'importance de ce minerai, le nombre d'industries dans lesquelles il était indispensable. Et quand vous voyez que donc la Guinée-Conakry est gorgée de minerais, dont celui-là, mais il y a un décalage incroyable entre les richesses possibles détenues par ce pays et la pauvreté de sa population. Méridionale de la chaîne regorge de 3 milliards de tonnes de réserves. Nous vous convions aujourd'hui dans la grande mine de Simandou. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très virtuel. Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer, en haute teneur. Il est partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Mais les Guinéens ne peuvent malheureusement pas en profiter depuis 65 ans parce que les petits malins qui ont décelé l'immense filon, les spoliés, les ont confisqués. Comment? Jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans, sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne restait plus grand-chose. C'est en cela que c'est intéressant, urgent et vital de se pencher sur les contrats et de garder la pression sur les dirigeants pour qu'ils les révisent. L'histoire de la mine de Simandou illustre jusqu'à la caricature l'incurie de certains de nos dirigeants et la spoliation, le pillage dont l'Afrique est encore victime. Et elle mérite d'être connue des plus jeunes pour corriger le tir. Tout commence sous le premier président Ahmed Sékou Touré. Le grand nationaliste, jaloux des intérêts de son pays, va être informé de l'existence de ce minerai de fer. Mais on ne lui dit pas son importance. À cette période, nous sommes dans les années 1970, le tribun ne dispose pas des ressources humaines pour engager de façon scientifique la recherche pour connaître l'importance du gisement. La société japonaise Nipponko est chargée de mener les études. Malheureusement, l'incapacité à mobiliser les milliards de dollars requis pour financer les investissements indispensables à l'exploitation des gisements, doublée de la corruption de certains dirigeants, va plomber le projet. Pire, la société japonaise va vendre l'étude à la compagnie brésilienne Vale, qui deviendra le numéro 1 mondial dans le fer. Avec l'arrivée aux affaires de Lansana Conté, en 1997, sur les conseils de son ministre Fasciné Fofana, le président Lansana Conté décide d'octroyer à Rio Tinto un permis d'exploration sur la totalité de la chaîne du mont Simandou qui est composée de 4 blocs. On lui octroie la totalité, figurez-vous, pour 35 ans à partir de l'exploitation. Il n'a rien à payer pour cette attribution. Rio Tinto, qui a là le jackpot, s'engage en revanche à développer la mine et d'exporter du fer guinéen dans les 5 ans qui vont suivre. Pourtant, Rio Tinto ne va même pas passer un coup de pelleteuse. Rien n'est fait. En réalité, il a signé pour que cela lui permette de lever des fonds sur le marché international. Lorsqu'au bout de 5 ans, date de la première rétrocession, imposée par le code minier guinéen, on lui demande de quitter les lieux, il arrose quelques dignitaires et conserve les blocs. À partir de là, on entre dans un énorme flou. Plus rien n'est fait dans la légalité. Rio Tinto joue de ses relations pour faire traîner le projet. Il a de bonnes relations avec le président Lansana Conté. Ça, c'est le pire de notre histoire. Ces dirigeants qui savaient à peine de quoi ils parlaient, qui n'ont pas su s'entourer et qui se sont fait duper par des multinationales avides d'argent et de ressources. On a été réduit en esclavage. Ensuite, il y a eu la colonisation, des dictateurs qui ont été mis à la tête de nos États, qui ont soit été complices, soit n'ont pas su déjouer des souhaits inavoués. Et c'est pour ça que la plupart de nos pays sont dans une misère incommensurable aujourd'hui. Mais sous Lansana Conté, Rio Tinto, dans cette période-là, n'a rien à craindre. Et puisque Rio Tinto sait que personne ne va le contrarier, il se presse très lentement pour faire de la recherche. De toute façon, le décompte des 35 ans ne démarrera que lorsqu'il aura commencé à vendre du fer sur le marché international. En attendant,
l'énorme réserve sert surtout à ce mastodonte à se valoriser en bourse. De 2002 à 2007, il prétexte de la nécessité de faire plus de recherches géologiques pour découvrir assez de minerais, pour justifier économiquement le développement de la mine. Il prétend qu'elle n'a découvert que 2,5 milliards de tonnes d'une teneur assez médiocre et que ceci ne peut supporter le coût d'un développement. Il gagne du temps. Mais il n'a pas vu venir un phénomène qui va mettre à nu son gros mensonge. La crise économique mondiale qui secoue la planète en 2007 va contraindre Rio Tinto, sérieusement bousculé, à licencier des dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Le géant minier vacille. C'est le moment pour sa rivale BHP Billiton de saisir l'occasion pour la racheter. Elle fait une offre de 45 milliards de dollars pour son rachat complet. Une OPA que ne peut accepter Rio Tinto, naturellement. Mais s'il ne veut pas que cela se fasse, il est contraint, comme le veut la règle, de publier ses vrais résultats sur Simandou auprès de ses régulateurs boursiers. Et là, grosse surprise. Rio Tinto déclare, tenez-vous bien, entre 8 et 11 milliards de tonnes de réserves à des teneurs très élevées. Un calcul sommaire place immédiatement la valeur de Simandou seul dans les actifs de Rio entre. On dirait que l'histoire bégaye. Ça me fait penser au Congo-Brazzaville, à son ministre du pétrole, je crois dans les années 90, sous Lissouba, qui était venu avouer qu'incapable de mettre en place un double contrôle pour voir exactement quel est le volume d'hydrocarbures qui sont pompés et revendus, parce qu'à l'époque, Elf venait leur donner donc des chiffres totalement hors sol, qui n'étaient en lien avec rien dans la réalité. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors, c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme cet Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Elle était Combien? 5 $ par baril. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Je le répète, on dirait que l'histoire bégaye. Là, c'était dans le pétrole. Aujourd'hui, c'est dans les mines. Quand est-ce qu'on arrêtera d'être la fille facile de la planète entière? Puisque c'est pas possible. Ça ne peut pas toujours être les mêmes qui se font gruger. C'est hallucinant. On reprend. 48 et 66 milliards de dollars. Ceci permet à Rio Tinto d'échapper aux griffes de BHP. Mais s'il a réussi à ne pas être avalé, dans le même temps, les Guinéens ont découvert
le vaste mensonge du géant minier qui leur avait fait croire que la réserve de Simandou n'était que de 2,5 milliards de tonnes, avec une très faible teneur. Il avait simplement divisé la valeur de Simandou presque par 5. Oui. Lansana Conté, qui a compris qu'on lui a menti, que Rio Tinto s'est moqué des Guinéens, décide de récupérer les mines de Simandou. Rio Tinto résiste, menace, pèse de tout son poids pour empêcher cette rétrocession, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a jamais rien fait sur le site et qu'il est entièrement en dehors. La mine n'a servi qu'à faire de la spéculation sur le marché financier international. Après une âpre bataille judiciaire des lobbies, le gouvernement de Guinée se contente de diviser Simandou en 2 blocs. Lui laisse les blocs 3 et 4 et récupère les blocs 1 et 2. Rio Tinto dit ne pas reconnaître cette partition. Pourtant, les autorités auraient pu tout reprendre. Rio Tinto, toujours aussi arrogant, menace toute entreprise qui serait tentée de récupérer ces 2 blocs de poursuite. Il fait savoir que toute compagnie qui s'intéresserait à ces blocs serait poursuivie sous la doctrine légale anglo-saxonne de tortious interference. Donc, on a vu ça où? Une compagnie internationale qui arrive dans un État et, comme s'il était en territoire conquis, vient lui dicter sa conduite et, au-delà de ça, menace même de potentiels concurrents. Et cette histoire d'extraterritorialité, donc du droit américain, fait que partout, quand ils arrivent, ils peuvent dicter leurs lois. Parce que cette décision que prend cette compagnie minière affecte le développement de tout un pays. C'est hallucinant, vous imaginez ça ailleurs? où Simandou demeure gelé car personne de sérieux n'ose s'en approcher. Rio Tinto, ce n'est pas n'importe qui dans le monde des mines. Le bien des Guinéens est encore une fois bloqué par une firme internationale. Qu'est-ce que Mais je il y disais? a un autre acteur qui n'a même pas peur de Rio Tinto. BSGR, fondé par Benny Steinmetz, un milliardaire israélien qui a fait fortune dans le diamant et qui semble déterminé à s'assurer les droits d'exploitation de Simandou. Ce monsieur est très peu connu, mais il est important sur le continent africain. Par exemple, il a été un partenaire d'affaires de Joseph Kabila en RDC. Ils ont dealé énormément dans le diamant ou dans les minerais congolais. Il est richissime et il est à la tête d'un groupe varié et puissant. À chaque fois qu'il y a un bon coup à se faire, soyez sûr qu'il n'est pas loin. Il est dans le pays depuis quelques années et malgré les revers qu'il a subis, il a été plus efficace pour délivrer notamment dans le domaine du bauxite mais également du fer. Il a été plus respectueux des engagements avec l'État guinéen à qui il a fait gagner quelques centaines de millions de dollars. C'est donc très naturellement qu'on lui prête une oreille attentive. Et encore une fois, il va jouer sur la cupidité, la corruption qui caractérise le milieu politique local. Il joue sur les faiblesses de nos dirigeants. Comme il a ses entrées au palais, au moment où il sent le vieux président Lansana Conté complètement fatigué, malade, il s'organise. Après une tentative manquée auprès de la première épouse, Henriette Conté, BSGR arrose sa 4e femme, Mamadi Touré, 8 millions de dollars, et l'amène à obtenir auprès de son mari malade les blocs 1 et 2 de Simandou qui venaient d'être récupérés par l'État guinéen. L'affaire va faire grand bruit. Les tribunaux internationaux vont s'en saisir avec, bien sûr, la pression du géant minier Rio Tinto qui n'accepte pas de perdre ces 2 blocs. Mais BSGR tient bon. Et sous la pression pour ne pas connaître les mêmes déboires que Rio Tinto, pour éviter qu'on ne lui retire ces 2 blocs, il va se mettre avec un géant du secteur qui s'est illustré notamment en Amazonie, le groupe brésilien. Encore eux. Il fait de suite une extraordinaire culbute. Les 2 blocs achetés dans l'immédiat, à moins de 100 millions de dollars, BSGR va revendre 51% de ses parts au Brésilien Vale pour 2,5 milliards de dollars, réalisant une gigantesque plus-value. Il a acheté la mine 100 millions de dollars. Il revend la moitié, donc 51% des parts, à 2,4 milliards de dollars. Mais c'est quoi cette histoire que c'est toujours les mêmes qui sont grugés et c'est toujours les mêmes les victimes? À un moment donné, réveillons-nous, c'est pas possible. Il a vendu la moitié des parts, je le répète, à 2,4 milliards de dollars. Quelque chose qu'il a racheté 100 millions avec beaucoup de corruption. Ça peut pas être la double peine et c'est toujours les mêmes, c'est pas possible, réveillons-nous. C'est une dinguerie. 2,4 milliards de dollars, sans que le gouvernement guinéen en tire le moindre bénéfice. Oui, vous avez bien entendu. Il achète à moins de 100 millions, fait quelques investissements et revend 51%
du bien à 2,5 milliards de dollars. Le mariage BSGR-Vallée est établi. Il faut aller vite pour que personne ne puisse plus remettre en cause le deal. Il faut produire du fer rapidement. Et c'est dans ces conditions que le président Alpha Condé accède au pouvoir en janvier 2011. Ce monsieur, pour moi, est une grosse déception. À savoir qu'Alpha Condé a été un opposant historique à tous les dictateurs autocrates qu'il y a eu en Guinée-Conakry. Un peu comme Laurent Gbagbo, ils se sont battus contre des baobabs qui étaient présidents à ces moments-là. Mais une fois au pouvoir, il est devenu pire qu'eux, à faire enfermer des kidams tout simplement parce qu'ils étaient opposés à lui, ou en réprimant des manifestations. Limite même, tu as l'impression que tu ne peux espérer en personne. Est-ce que vraiment ça a été une énorme déception? Par l'inauguration par le nouveau président Alpha Condé, en présence du président brésilien Lula, et l'inauguration de Conakry Cancan. Vallée BSGR démarre les travaux. Il faut faire vite puisqu'elle a promis de produire avant 2012. Pourtant, peu de temps après, Alpha Condé arrête les travaux, donne bizarrement les premiers 40 km de rail sur lesquels le travail avait commencé à Vincent Bolloré, avec la concession du port. D'un coup, il entre. Vincent Bolloré, l'homme qui a fait la plus grosse partie de son argent en Afrique, que ce soit dans les ports avec BAL, Bolloré Africa Logistique, propriétaire de Canal+, à savoir que CanalSat est hyper populaire en Afrique. C'est quasiment son deuxième marché le plus important. Il se lance même dans l'agriculture. C'est également lui qui applique une ligne éditoriale sur les médias de son groupe très droitiste. Ils font de l'argent chez les Noirs, mais ils ne veulent pas les voir chez eux. La cohérence, c'est où? C'est comment? On reprend. En guerre contre Vallée BSGR, il accuse d'avoir obtenu les 2 concessions par la corruption. Ce qui est vrai du reste. Et curieusement, il se retourne vers l'Australien Rio Tinto, qui trouve grâce à ses yeux. Il signe un accord avec Rio Tinto où il efface toutes ces violations de la loi. On lui pardonne tous ses écarts. En contrepartie, il paye 700 millions de dollars pour récupérer les blocs 3 et 4. 700 millions de dollars qui, accrochez-vous, n'arriveront jamais dans le Mais non. 700 millions de dollars qui se sont volatilisés. On n'a jamais réussi à les retracer de façon... Mais non. Là, on parle de... On parle d'un pays pauvre, là. C'est pas faire des honneurs à la République de Guinée de le dire. Ils ne sont pas en capacité de perdre 700 millions de dollars. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que, déjà que vous n'avez quasiment rien gagné sur l'ensemble des autres transactions, la celle qui normalement aurait dû finir dans vos poches, ça s'est évanoui dans la nature. Les gars, il peut pas avoir tous les maux de la terre, c'est pas possible. Il faut choisir un. Non, non, non. Est-ce que là, quand même, 700 millions de dollars pour un pays comme la Guinée-Conakry? L'équivalent d'une centaine de plutôt de référence. Clairement. L'équivalent de 1400 km de route bitumée dans un pays qui en manque cruellement. Ouf. Disparu comme par enchantement. Le milliardaire Benny Steinmetz ne peut accepter d'être ainsi écarté, spolié, alors qu'à la différence de Rio Tinto, lui, il produisait quand même déjà du fer. Il attaque cette décision en justice à l'international. C'est la guerre. Rio Tinto, lui aussi, va mettre le paquet. Il veut récupérer les blocs 1 et 2 qu'on lui a enlevés. C'est pourquoi il décide de poursuivre Vallée BSGR en justice. C'est le Simandou Gate. Un procès fleuve que Rio Tinto va finir par perdre. Benny Steinmetz est néanmoins condamné à de la prison en Suisse pour la corruption. Le Brésilien Vallée se retire du projet. Alpha Condé, approché par le président Nicolas Sarkozy, finit par négocier un accord. Tu pars donc de l'Élysée pour être après un entremetteur en business. Nicolas Sarkozy est vraiment venu faire sauter toutes les règles de bienséance. Normalement, jusque-là, même quelqu'un comme Chirac, il n'a pas défrayé la chronique. Il est allé à la Cour constitutionnelle, il a pris son siège. Mais Nicolas Sarkozy, non. J'ai pu être président de la France, mais maintenant je veux faire de l'argent et je l'assume. Ça s'entend, hein. Je ne valide pas, mais ça s'entend. Mais voilà, avec un dictateur, tout ça pour de l'argent. Ça envoie de très mauvais signaux, cependant. Avec BSGR, ce qui permet de libérer les blocs 1 et 2 et de les céder au groupe SMB de Fadi Ouazni,
devenu alors Monsieur Mine pour Alpha et son fils. C'est ainsi que SMB arrive avec Winning, ses associés singapouriens, financés par la Chine, dans la mine de Simandou. La Chine a les moyens financiers de la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment la Guinée sont dégradées aujourd'hui. Et lorsqu'on résume la situation, on est... Vous vous rendez compte que le monde entier s'est donné rendez-vous en Guinée. Tellement ces minerais sont stratégiques. Mais pendant ce temps, le reste de sa population croupit dans la misère. Et la petite observation que je tenais également à faire, c'est il faut arrêter de justifier le fait qu'on soit toujours dans la position du demandeur par l'argument de on n'a pas la technologie, on n'a pas l'expertise pour. On est de plus en plus un continent où il y a des capacités, des intelligences. Il faudrait qu'on se mette en tête que ça commencera par nous. Personne ne viendra nous aider ou nous donner un coup de pouce. À chaque fois, ce sera des partenariats qui seront inéquitables, à notre défaveur. Forcé de noter que tout ceci, tout ce cas, ces magouilles diverses, tant des leaders locaux que des firmes internationales ont retardé le développement du secteur fer en Guinée d'une bonne dizaine d'années et privé le pays de plusieurs milliards de dollars de revenus. Sans parler du rail Conakry-Kankan-Kerouané et de l'impact qu'il aurait eu sur l'économie guinéenne, le confort des Guinéens et des Maliens pourront venir prendre leurs marchandises au port sec de Kankan. Les 35 ans ne courent toujours pas malgré le fait que ce soit un contrat, un deal net inacceptable. Désormais sur le terrain, on a deux mastodontes qui se partagent le gâteau. Deux blocs contrôlés par le consortium formé par le groupe Winning Simandou et Baowu, deux autres aux mains de l'Australien Rio Tinto, allié au Chinois Chinalco, qui a rejoint le Brésilien en achetant ses parts à plus de 2 milliards. C'est le tableau dont hérite le militaire qui renverse le président Alpha Condé le 5 septembre 2022. On parle de cette séquence. Mais on a vécu vraiment des trucs de fou. Je me rappelle exactement où j'étais quand Alpha Condé est tombé et que les premières images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le fait de le revoir là, un président de la République, quoi. Le gars, il est en position latérale de sécurité. Lui-même, il est dépassé, en tenue débraillée. Waouh! La Guinée est habitée par une masse de gens qui ne savent pas la richesse de leur pays. Vu l'importance du secteur minier qui représente 99% des exportations guinéennes, il n'est inscrit que pour 20% du PIB. Ça fait près de 103 ans qu'on est en train d'extraire nos produits bruts et la Guinée est le seul pays au monde qui a régressé. Dans ce contrat, il fallait attendre 35 ans. Oui, ça n'a même pas de sens. Le monde entier se donne rendez-vous chez vous, pille vos richesses, et vous régressez. Pour que les infrastructures ferroviaires et portuaires reviennent à la République de Guinée. Et déjà par expérience, 35 ans les rails deviennent une pourriture. Alors pour des projets qui doivent être exécutés à valeur de 9 milliards en matière de dollars aujourd'hui, et 35 ans après, avec l'inflation, vous estimez ça à des dizaines de milliards de dollars. La Guinée ne sera techniquement pas capable de reprendre et de refaire ces infrastructures ferroviaires. C'est dans ces conditions que le colonel Mamadi Doumbouya, nouveau président de la transition, qui avait regardé notre reportage consacré aux mines dans l'est de la RDC, m'a affirmé qu'il y avait autant de magouilles dans celle de Guinée et qu'il était décidé à y mettre un terme à toute cette gabegie afin qu'enfin les Guinéens profitent de cette extraordinaire manne. Force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations. Et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Mamadi Doumbouya, il doit être excellent dans son domaine, mais pour lire des discours ou parler en public, les gars, c'est pas facile, hein.
On a connu leader plus charismatique. Il est immense, il a une taille incroyable, mais pour s'exprimer, il donne pas la chair de poule. Il est venu avec énormément d'espoir, mais aujourd'hui, il y a des reculs en Guinée-Conakry. Des gens qui se font arrêter tout simplement parce qu'ils dénoncent la gestion de la transition. Et je ne veux pas présager de l'avenir, mais je suis quasiment certain que lui aussi va essayer de se maintenir au pouvoir. Je suis même prêt à prendre les paris dès maintenant. On repart. Et nous nous sommes rendus dans les différents sites de l'intérieur du pays. Après le bauxite, nous avons mis notre reportage consacré au minerai de fer en veilleuse, puisque d'intenses tractations étaient en cours et que nous souhaitions voir si les promesses de changement annoncées allaient être tenues. C'était manifestement les joyaux de la couronne et les contrats étaient tellement léonins en même temps. Nous avions deux grands mastodontes du secteur minier qui avaient deux POT pour faire la même infrastructure. Nous avions deux mastodontes qui avaient une convention, chacune des conventions avec des blocs bien précis qui leur étaient affectés et qui étaient là, qui procuraient des plus-values, qui permettaient à ces sociétés d'avoir des plus-values sur le marché des capitaux, mais qui n'étaient pas exploitées. Lorsque l'on lit les conventions, on se dit qu'ils ont quand même parfois pris les autorités guinéennes pour des idiots. On voit plusieurs chemins de fer qui ne vont servir qu'au transport des minerais. Comment est-ce possible d'avoir deux réseaux de chemins de fer différents dans le même pays et la même région et dédiés seulement au transport des minerais? Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire « Ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, de renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela... » Et vous voyez, comme je vous disais précédemment, c'est pas juste que nos élites par le passé étaient mal formées, c'est qu'il y avait beaucoup de complicité et j'allais même dire d'égoïsme. On préfère avoir donc sa part, son petit bac chiche, et l'intérêt du pays et de sa population passe en seconde position. Tu ne vas pas me dire que on t'a proposé des contrats, on te propose donc dans ces contrats des clauses qui sont totalement tirées par les cheveux et tu ne le vois pas. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Le choix a été délibéré et l'option a été retenue de gruger la communauté, tout simplement. Bénéficie aux populations. Autant d'incongruités qui ont amené le président Doumbouya à imposer une renégociation, à pousser tout le monde à se retrouver autour d'une table pour mettre de l'ordre dans ce grand bazar qui prive les Guinéens de leur richesse. En réalité, même si ça ne va pas toujours plaire aux politiques, qui pour certains y verraient une promotion pour les autorités en place, les politiques naturellement sont pressés de voir partir ces militaires et mettre un terme à cette transition pour reprendre leurs actifs. Ça, c'est un côté d'Alain Foka que j'aime pas trop. Jeter le discrédit sur l'ensemble de la classe politique guinéenne et de faire un amalgame. Il y a effectivement des gens qui ont été corrompus ou qui ont fait des erreurs. Tu ne vas pas encenser des putschistes et pointer du doigt ceux qui, normalement, veulent arriver au pouvoir par la voie démocratique. Ce n'est pas parce que certains ont péché par le passé qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je trouve de plus en plus Alain Foka très admiratif des militaires au pouvoir, que ce soit au Mali, en Guinée-Conakry ou au Burkina Faso. Et ça, je le dis surtout à cause du précédent épisode qu'il a fait, toujours sur la Guinée-Conakry, où quand vous voyez ses positions sur le Mali, on a comme l'impression qu'il n'a pas de difficulté à les encenser, et il prend même un risque, parce que Alain Foka est un grand journaliste qui travaille, comme je vous le disais, chez RFI. Il est populaire sur le continent, et tout simplement en voulant rappeler un peu l'image d'un Thomas Sankara militaire qui a vécu pour son peuple, et se dire que c'est peut-être les Thomas Sankara contemporains, c'est un pari risqué, d'autant plus qu'on voit ces militaires avoir des positions hyper violentes, qui n'hésitent pas à réprimer quand il y a des contestations. Donc, on n'a clairement pas à les encenser. Il n'y a rien qui justifie qu'ils soient mis en avant. Encore, je peux comprendre que sur le dossier guinéen, ce sera apporté à son crédit. Mamadi Doumbouya a permis de mettre de l'ordre, mais on dit ça, ok, mais il ne faut pas non plus occulter toute la partie sombre
noir du personnage. On doit reconnaître que les résultats obtenus sont remarquables et devraient amener à réfléchir à la fois sur l'intellectualisme africain, mais également sur les modèles de gouvernance dans nos nations subsahariennes. Je ne suis pas certain qu'un gouvernement de civils aurait obtenu les avancées connues, au moins dans le domaine des... Pourquoi pas? Pourquoi pas, monsieur Alain Foucault? Quand je vous dis qu'il aime encenser les militaires, cette phrase n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Cette nuit, où chaque politique est souvent plus préoccupé par son agenda que par l'intérêt collectif. Où les politiques s'écrasent à chaque fois devant les grandes firmes soutenues par les puissances occidentales. Le président Mamadi Doumbouya a convoqué de façon très polie, mais très militaire, les patrons des mines, quelle que soit leur taille et leur origine. Eux qui étaient jusque-là les maîtres du pays, eux qui faisaient la loi, eux qui tenaient en otage le gouvernement et toute la population. Et leur a donné un ultimatum sans ambiguïté. Plusieurs mois après, dans le domaine du fer, il a obtenu ce que personne n'espérait, puisqu'à date, il est parvenu à mutualiser le projet Simandou. Lorsque le chef de l'État a mis son gouvernement en place, il a vu que Simandou était le projet qui devrait permettre à la Guinée de devenir un pays émergent très rapidement. On commençait les négociations à 6h, 7h du matin, on n'en finissait pas à 2h du matin. Et le lendemain, rebelote. En 3-4 jours, nous avons signé un accord cadre qui a permis de remettre les deux sociétés dans un véhicule qui leur permettra d'exploiter ces mines, de les transporter et de transporter d'autres minerais, d'autres produits végétaux, d'autres produits agricoles, d'autres produits animaux et des personnes, des voyageurs qui traversent toute la Guinée. C'est un corridor. Ça, je peux vous dire, rien que ça, c'est une avancée extrême qu'on n'a pas pu faire depuis plus de 50 ans. Nous avons dit aussi que les infrastructures ferroviaires seront multi-usages et multi-services. Qu'est-ce à dire? Initialement, c'était prévu que ces rails-là étaient pour les minéraux. Alors, mais pour nous, on est un transguinéen de 670 km. Si vous ne transportez pas les personnes et leurs biens, les produits agricoles, qu'est-ce que ça va rapporter à la Guinée? Rien. Ça rapporterait beaucoup plus aux miniers, mais zéro à la République de Guinée. C'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé qu'on négocie cet aspect-là. Les rails sont maintenant multiservices, donc rails, personnes, leurs biens, produits agricoles et minéraux. Multi-usage, n'importe quel opérateur minier qui détiendra un permis minier dans ce corridor sud de la République de Guinée aura le même accès que les deux partenaires. Mutualisant le projet, le gouvernement a divisé le coût par deux. Et ce qui est remarquable dans cette renégociation, c'est que ce n'est plus l'État qui paye les cabinets d'avocats et d'études comme c'était le cas jusque-là, mais le projet en lui-même. Et désormais, c'est une co-entreprise avec l'État de Guinée qui est passé de 0% à 15%, sans rien débourser. Pas besoin d'attendre 35 ans pour bénéficier de la manne que la nature lui a donnée. Pas besoin d'attendre 35 ans pour jouir des infrastructures, puisque le chemin de fer servira à tous. C'est le transguinéen. On a négocié avec nos partenaires que ces infrastructures ferroviaires et portuaires devraient revenir à la République de Guinée au day one, dès l'exécution des infrastructures, la gestion de ces infrastructures reviennent à la République de Guinée, quitte à elle, soit à travers une agence nationale, soit à une pièce entreprise de gérer et de repayer les investissements qui ont été faits par les deux partenaires. Ça, c'est un deuxièmement. Nous avons dit que les tickets... Ça, c'est fort. Vous voyez, pour nos pays, par exemple, qui exploitent le pétrole, on a des royalties si faibles, parce qu'à chaque fois qu'il y a de la prospection à faire, vu que c'est en général des milliards qui sont en jeu, des milliards de dollars ou des milliards d'euros, nos États, parce qu'ils sont mal gérés, laissent les firmes engager des frais, et forcément, ces frais sont récupérés après sur les royalties. Et ce qu'ils ont fait en Guinée, là, est hyper smart. Ils contribuent, ils ont une part de l'entreprise qui leur est donc donnée d'emblée, parce que c'est quand même chez eux, c'est leur sol, c'est leur richesse. Mais à côté de ça, vous investissez, on le fait aussi, il y a de l'argent qui est généré, on partage à part égale. Franchement, ça c'est hyper smart, rien à dire. 15% de l'État doit avoir 15% dans le capital social de l'entreprise. Et ce n'est pas du viable, et c'est gratuit. Et ça, c'est extrêmement important. Et la question qui a toujours complexé les dirigeants guinéens qui travaillaient sur la question, celle du financement, semble désormais levée.
Celui qui arrive, qui vous dit non, on va dépenser beaucoup d'argent, il dépense parce qu'il sait qu'il va gagner. Peut-être qu'il faut que nous aussi, nous gagnions pendant qu'il gagne. C'est du win-win et c'est de cela qu'il est question. On ne dit pas qu'il faut chasser qui que ce soit, non. Puisque nous n'avons pas encore la technologie. On dit formez-nous, transmettez-nous la technologie, mais en même temps respectez-nous et n'attendez pas qu'on soit mort pour en profiter. Pour rendre concret ce projet Simandou avec ses infrastructures portuaires, il fallait trouver 15 milliards de dollars. Une somme qui faisait peur à tout le monde, que l'on présentait comme insurmontable. Qui va être suffisamment fou pour prêter à un pays aussi instable, aussi mal géré? Personne. Les grandes firmes, les mastodontes des mines utilisaient ces arguments comme prétexte, comme arme pour faire plier l'État guinéen, comme elles le font d'ailleurs un peu partout sur le continent. Avec le courage et la diversification des partenariats, après une mission en Chine en janvier 2023, les autorités guinéennes de transition ont reçu des assurances de la part des investisseurs. Ce sont finalement les banques et les compagnies d'assurance chinoises qui ont pris le lead dans le financement de ce projet Simandou qui pourrait contribuer à changer le visage de la Guinée, ce riche pays des pauvres. Les travaux du train minéralier long de 670 km et du port d'évacuation de Moribaya devraient logiquement démarrer dans quelques jours et se terminer, selon le calendrier, en décembre 2024. Le groupe minier australien Rio Tinto, le consortium Winnie Simandou et le géant de l'acier chinois Baowu Steel vont redémarrer les travaux d'aménagement du train minéralier et des infrastructures portuaires dès mars 2023. Du moins, on l'espère, à condition que le groupe australien Rio Tinto, qui pour l'instant a joué à faire traîner les choses depuis plusieurs décennies et qui continue de traîner les pieds, joue enfin le jeu et rejoint les autres au travail parce que, pour l'instant, la partie qui n'a pas encore connu le frémissement est la sienne. Les blocs 3 et 4. La maison mère en Australie est consciente que Simfer, qui n'est que sa filiale en Guinée, n'est pas suffisamment solide et crédible financièrement pour signer seule cette convention, pour s'engager dans un tel projet. C'est avec la maison mère de Rio Tinto que doit se conclure cet important deal. Rio Tinto doit définitivement jouer le jeu pour faire oublier ces errements qui ont fait traîner le projet pendant tant de décennies. Mais devant la détermination des autorités de la transition et l'intérêt d'une opinion publique désormais bien informée sur la question, elle joue sa crédibilité et son maintien en Guinée, et même au-delà. Tout ce que le ministère des Mines est en train de faire, c'est parce qu'on a un président aujourd'hui qui s'inscrit dans cette dynamique. Il faut donner tout ce crédit-là au chef de l'État. C'est sa détermination personnelle. En tant que ministre des Mines, j'ai été émerveillé 15 jours que le chef d'État m'appelle dans son bureau pour me dire « Monsieur le ministre, je ne sais pas, je ne peux pas dormir. » J'ai dit « Excellence, il y a quoi ?» Mais il ne connaissait pas comment les minerais sortent du territoire national. Et ça, ce jour-là, j'ai dit à toute mon équipe que si lui ne peut pas dormir à cause de ça, il faut qu'on essaie de devenir au moins comme lui. Sa fibre optique, là, sa fibre patriotique, là, il faut qu'on essaie de remuer. Que c'est obséquieux. Nos élites qui aiment toujours saucer le chef de l'État sous le haut patronage, son excellence, c'est lui qui m'a envoyé, il est merveilleux, c'est un génie, il se soucie de vous, regardez bon peuple, comment il se bat pour vous. Les ficelles sont grosses. J'allais me dire, elles sont énormes. Ce succès sera confirmé lorsque toutes les parties se mettront au travail. Mais une chose est certaine, la donne a changé et les rapports de force ne sont plus et ne seront jamais plus les mêmes. Les regards des populations, notamment des jeunes Africains, sont braqués sur ces richesses. On croise les doigts que les travers du passé ne reviennent pas par la fenêtre et bloquent à nouveau ce projet Simandou qui pourrait transformer la Guinée. La corruption qui a mis le pays dans cette situation doit s'arrêter. Faites gaffe, on vous regarde. Et je sais, pour avoir assisté à de nombreuses scènes, combien la pression de certains grands groupes, même les plus inattendus, est forte pour sortir des rails. J'ai rencontré pendant ce reportage quelques personnes, et pas des moindres, qui faisaient des propositions indécentes. Pour l'instant, les jeunes ne résistent pas trop mal. Ce succès apparent ne doit pas non plus faire oublier d'autres chantiers, d'autres secteurs miniers qui sont dans un état lamentable. Notamment le secteur de l'or, où bien qu'une entreprise africaine soit en train de prouver qu'il peut faire l'objet d'une modernisation, d'une meilleure exploitation, les artisans vivent un véritable esclavage. La Guinée, sur le plan or, toute prévision en matière de réserves ou en matière de ressources serait erronée, parce que tous les jours qu'il fait maintenant, pendant ces 2 derniers mois,
les populations elles-mêmes font la découverte. On vient de découvrir l'or à Kisédoua. On vient de découvrir l'or à Koundara. Pour Gawal, c'est le connu de tout le monde. Mais nous, géologiquement, ce que nous avons connu, c'est que l'or qui est en train d'être exploité en Mauritanie, c'est le même prolongement qui a continué au Sénégal, dans le régiment de Saboudala, et c'est ce qui a prolongé en préfecture de Mali, à Moni-Guinée ici. Cependant, la continuation va jusqu'à la frontière de la Guinée-Bissau. Mais de là à découvrir de l'or en grande quantité dans d'autres régions, à part la Côte-Guinée, qui est traditionnellement la zone de l'or, ça a été une surprise même pour les géologues les plus avisés. Pourtant, de l'or, il y en a en quantité en Guinée. Je m'appelle Driss Mounji, je suis le directeur général de la Société des mines de Madiana. On est en Haute-Guinée, on est dans la préfecture de Madiana, dans la région de Kanka. Et la mine se trouve à côté du village de Louela. En fait, c'est le premier projet d'envergure installé dans toute la région de Madiana, avec tout son potentiel au nord. Donc on est le premier projet aurifère installé dans la région de Madiana. On est la première année, donc c'est une production qui peut faire environ 140-150 000 onces. Donc c'est entre les 4-5 tonnes d'or par an. On est à 260 millions de dollars. Et on a des investissements supplémentaires pour l'exploration sur les 3 ans à venir. Et notre objectif, c'est de devenir le premier producteur d'or, Inch'Allah, dans les 3 à 4 ans à venir. On parle du Maroc qui se sert pas mal des économies subsahariennes pour ses champions nationaux ou même pour le rayonnement de ce pays. Et limite même, j'ai l'impression que c'est sur notre dos. Je vous dis ça parce que ça me fait penser au fait qu'au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, ils soient donc présents, que ce soit par Attijari Wafa Bank ou par Maroc Télécom, ou dans le secteur maritime, dans l'or, comme là en Guinée. C'est un champion continental qui est en train d'émerger là sous nos yeux, mais un peu à notre détriment. Puisque le Maroc, s'il n'y avait pas ces différentes économies subsahariennes, il n'aurait pas ce rayonnement. Et c'est en ça que vous voyez que Mohamed VI a fait en sorte que l'ensemble de son royaume soit sa firme personnelle, parce que du lever au coucher, les Marocains consomment les biens et services de la holding royale, que ce soit dans les assurances, dans la banque, dans l'agroalimentaire, dans les services, dans l'agriculture. On n'en se rend pas compte, hein, ça fait même un peu prédateur, mais vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est plus riche que l'émir du Qatar. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, Mohamed VI est plus riche que l'émir du Qatar. Vous voyez ou pas? C'est une dinguerie. Je vais arrêter avec ce mot, parce que vous allez dire que je me répète. Et tout ça parce qu'il a été très éclairé. Il a fait en sorte que son pays s'industrialise. Je ne sais pas si vous savez, mais Renault a des sites d'assemblage au Maroc. Ils produisent des voitures bon marché, que ce soit donc pour les marchés émergents de l'Inde, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Mais tout ceci est dû au flair du roi. Il a fait en sorte qu'il y ait un port à Tanger, si je ne dis pas de bêtises, donc pas loin de potentiels clients européens où grâce à la Méditerranée, on peut écouler les marchandises produites au Maroc très vite. La vidéo est bientôt finie et je vais pouvoir conclure et vous libérer. Nous parlerons du secteur de l'or dans la troisième et dernière partie de cette série de reportages dans les mines de Guinée. Mais en attendant, les jeunes, gardez l'œil ouvert sur ce que va donner le projet cimenterie. Il pourrait être le laboratoire qui impulse le changement dans l'exploitation des richesses du sous-sol africain. Aux autorités de la transition de garder le cap pour prouver que c'est possible. Ils seront jugés à cela aussi. À vous aussi dans vos pays de vous interroger de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde. C'est ça la réelle question, comment on deal. Mais il ne faut pas oublier, le sous-sol c'est bien, mais le sol aussi, il nourrit indirectement. Il faut accorder une place importante à l'agriculture. La vidéo est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce petit contenu. En conclusion, je vais commencer par Alain Foka. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu être un peu grattant, je l'ai un peu attaqué sur des positions ou des éléments sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Et
J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les précédentes vidéos qu'il a pu sortir, où il parle par exemple du scandale minier en RDC, ou l'épisode précédent, celui que nous avons regardé aujourd'hui, où il y a énormément de choses à savoir ou à apprendre. Et ensuite, pour nos dirigeants ou nos élites, pour nous qui nous voulons de plus en plus une jeunesse concernée, une opinion avisée, il faut qu'on ait à l'esprit les différentes erreurs que nos devanciers ont pu faire pour ne pas avoir à les répéter. Et le jour où on associera donc les différentes intelligences que nous pouvons avoir sur le continent, inexorablement, on sera une puissance. On nous a longtemps grugé, ça va être un peu le maître mot de cette vidéo, mais dans le contenu que nous venons de voir, j'ai été à chaque fois surpris par l'audace et surtout la quantité de ressources ou d'argent qui a pu passer sous notre nez. Et c'est tellement organisé que vous avez l'impression qu'on est à chaque fois le dindon de la farce. Parce que voilà comment on ne nous donne pas le juste prix des ressources que nous vendons. Et en même temps, on refuse ou on nous donne une aide avec beaucoup de condescendance. Tout ceci est organisé pour qu'à chaque fois, nous soyons en position d'être des demandeurs et qu'on ne puisse pas vraiment prendre pour de vrai notre envol. Nous sommes un continent où il y a quasiment toutes les capacités, les potentialités pour exploser. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que Alain Foucault a pu dire quand il disait on n'a pas forcément la technologie ni l'expérience et donc on est obligé quelquefois d'avoir à en composer avec certaines grandes puissances. Mais je me dis même que le problème est justement là. Il faut qu'on arrête de demander de l'aide à X ou à Y, qu'on commence à agir par nous-mêmes. Et comme vous voyez, dans toute chose, forcément, on ne peut pas être manichéen, ça ne peut pas être soit blanc ou noir, c'est un peu l'ambivalence des gens. Ce que Mamadi Doumbouya a pu faire dans le secteur minier en Guinée-Conakry va faire en sorte qu'il va y avoir un avant, un après. Ils vont avoir là aujourd'hui les ressources pour pouvoir se développer, en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne entraver ce développement en faisant des détournements ou en prenant de mauvaises décisions. Quoi qu'il, comme je vous le disais en introduction, je vais très souvent faire des vidéos réactions comme ça, à chaque fois que je vais tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc ça va pouvoir être une enquête, un documentaire ou une interview politique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que ce travail est quand même fait pour vous. Je fais en sorte que ce soit le plus attrayant, le plus dynamique possible, parce que votre temps est précieux, je l'ai parfaitement à l'esprit. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée, en fonction de quand vous voyez cet épisode. Et je vous dis donc à très bientôt. C'était votre GazW. Peace out.